Mais regarde, quand le Mali, ils essayent de marcher sans la France, Hmm. peu importe les raisons, mais là, ils essayent de boycotter la Hmm. France sur beaucoup de choses. Hmm. Ils se battent avec leurs moyens. Hmm. Et quand tu vois que ses voisins africains les boycottent, C'est plus complexe que ça. Et je vais te dire, le Mali, les dirigeants actuels du Mali, leur problème, c'était pas une violence envers la France. C'était pas un truc, on veut plus de vous, quoi que ce soit. C'est qu'il y a dans ce pays une sorte de, comment dire, d'impunité pour des djihadistes qui ont morcelé le pays, qui occupent près des 2 tiers du pays et qui empêchent ce pays d'aller vers un développement qui lui est propre. En tout cas, que les populations souhaitent, ou en tout cas une quiétude pour que les populations puissent vivre paisiblement. Et donc, lorsque vous avez une armée lorsque vous avez une armée étrangère, votre allié, qui est là depuis des années et qui n'arrive pas à venir à bout de ces djihadistes, et cette armée qui vous dit votre armée ne peut pas aller dans tel ou tel endroit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis on n'est plus copains, mec. Donc il faut sortir de mon territoire, on va se démerder tout seul, ou on fera appel à d'autres partenaires. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'État malien fait, c'est de faire appel à d'autres partenaires. Et comme personne ne veut entendre et ne veut comprendre, et comme la perception qu'ont souvent les Occidentaux, et parfois même les Français, de l'Africain, c'est comment il comprend pas, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Mais comment? Mais parce qu'on a habitué aussi les autres à se comporter comme ça avec nous. Je reviens à ma phrase. Je ne veux jamais être dans le regard de l'autre ce qu'il pense que je suis ou ce qu'il voudrait que je sois. Et là, quand tu comprends ça, tu changes ton comportement. Donc l'État malien, il n'est pas en guerre contre la France. Il est dans une guerre pour changer les réalités de son pays. Alors forcément, ça passe par une opposition avec la France. Une opposition politique, une opposition alors, militaire. Enfin, pas militaire, non, heureusement. Mais politique, diplomatique. ok, Mais c'est tant d'accord. mieux. Mais alors pourquoi le Sénégal et les pays limitrophes sont rentrés dans l'affaire et font un embargo sur le Parce Mali? que leur réalité est différente. Parce que leur lien avec l'ancienne puissance coloniale est différente. Parce que les liens d'amitié parfois entre les gens expliquent aussi des situations. C'est ça le monde, hein. C'est comme ça que le monde est fait. Et encore une fois, tu disais tout à l'heure, mais l'Afrique, c'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent avec des pays. Eh ben voilà, avec des pays. Avec des gens qui ont des intérêts qui ne sont D'accord. pas les intérêts des autres pays. D'accord. Ben là, je vais mettre un Tu vois, bémol. parce que Je vais mettre un bémol sur ce que tu tu dis. sais pourquoi? Parce que, non mais là où je veux t'emmener en réalité, c'est à revenir sur le panafricanisme. La notion de fraternité entre les Afros, elle n'est pas née en Afrique. Elle est née dans le panafricanisme et elle est née dans le panafricanisme des Caribéens. C'est frère, ceci, cela. C'est frère, sœur. C'est vraiment né à ce moment-là. Et donc, est-ce que au moment, lorsque tu as par exemple, et je vais faire un petit crochet vers l'histoire de l'esclavage, tu sais souvent, tu as des Français blancs qui connaissent pas beaucoup l'histoire, ou même des historiens qui te disent oui, mais ce sont les Africains qui ont vendu des Africains. Sous-entendant, ce sont des Africains qui ont vendu leurs frères. Et à ça, moi, je réponds toujours, mais celui qui était du royaume Congo, c'était pas le frère du Mandingue. Tout comme à fait. les Romains n'étaient pas les frères des Gaulois, les Visigoths n'étaient pas les frères des Ostrogoths, ni les frères des Vikings. Et quand tu commences à leur dire ça, ils commencent à réfléchir. C'était pas son frère. Si jamais moi j'ai fait la guerre avec le royaume d'à côté et j'ai réussi à avoir des prisonniers, ce sont que des prisonniers. Et c'est en cela qu'il faut sortir de la notion aujourd'hui, avec des États occidentalisés, sortir de la notion, mais comment des pays voisins africains arrivent à pactiser avec un autre contre... Oui, mais C'est là, pour ça que je dis que le problème du Mali peut pas se régler parce que le Mali décide. Il faut que l'Afrique décide de dire, on arrête de jouer parce que c'est un jeu de dupes. d'accord. Mais là, quand je te parle du Mali et du Sénégal, ça, c'est On peut deux parler de pays. la Côte d'Ivoire aussi, hein. Oui, ça, ces trois pays, c'est des pays frères. Parce que c'est le même peuple. Tu vas trouver des Soninké et des Peuls un peu dans les trois pays. Bien sûr. Sûr et certain. Bien sûr. Jusqu'en Guinée. Bien sûr. Donc, là, c'est pas comme les gens du Congo ou les gens de Centrafrique. Mais au Mali, il n'y a pas que qui des sont- Soninké. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais
ils parlent tous à peu près la même langue. Oui, oui, oui. Ils se comprennent tous les uns les autres, même s'il y a des dialectes différents, mais il y a une langue commune. Comment ça se Il y fait? a des langues, mais oui, mais je suis d'accord. mais Comment je ça comprends. se fait que ces deux pays frères se font la guerre? C'est pas une guerre avec les armes, hein, mais se font la guerre par rapport à un pays qui vient de Tu l'Occident. parles du Sénégal et du Mali. Du Sénégal et du Mali. Alors, on pourrait faire un peu d'histoire. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu au moment de l'indépendance une volonté de créer, puisque le Mali c'était le Soudan. Oui, et, c'était le Grand Soudan. Et exactement, et tu avais le Sénégal. Et l'idée c'était, ils voulaient créer entre le Sénégal et le Mali la fédération du Mali. Et finalement, on pense que c'est Senghor qui lui-même joue pas le jeu à fond, quoi. Voilà. Bref, mais je referme cette parenthèse. Donc oui, mais au Sénégal, tu as aussi des Sérères, tu as aussi des Wolofs, tu as aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que il faut quand tu reviens à ce que sont les frontières des pays d'Afrique aujourd'hui, tu comprends les problématiques également. Inhérentes et les problématiques au quotidien des États. C'est-à-dire que ce sont des États artificiels. Et est-ce que les femmes et les hommes qui appartiennent aux élites africaines sont capables de se dire est-ce qu'on peut faire sauter toutes ces frontières? Est-ce qu'on peut changer les frontières? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'intellectuellement, est-ce que, en termes de conviction, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire entendre à nos populations qu'on va changer les frontières? C'est un défi de civilisation, hein. Mais est-ce qu'ils le veulent? Mais c'est ça la vraie question. C'est pour ça que je te dis, tu sais, on peut crier tout ce qu'on veut, on peut faire des centaines d'heures d'émissions. Tu peux inviter les femmes et les hommes les plus panafricanistes du monde. Tu peux inviter les plus grands économistes. Tu peux inviter autour de la table. On peut parler pendant des milliers d'heures. On réglera pas le problème. Le problème, les virus dans nos logiciels sont tellement nombreux, tellement violents, tellement destructeurs, qu'on n'a ni la possibilité de les enlever, ni chez certains l'envie de les enlever, parce que certains y trouvent leur compte. Tu vois, là, tu as dit certains trouvent leur compte. Donc, mais c'est ça l'être humain. Dans ça, tu vois, là, je retournais le truc. C'est pour le panafricanisme aujourd'hui. Ouais. Tu vois, et c'est aujourd'hui quand il y a un événement, par exemple ce qui s'est passé au Maroc, ou ce qui s'est passé en Tunisie récemment, quand il y a des violences faites contre les Noirs, il y a toujours des gens qui viennent crier au scandale. On nous montre il faut le faire. On nous montre un bout d'image. Et nous, on est là comme des fous. Est-ce que ça sert quelqu'un? C'est-à-dire Ou un groupe de personnes. Le fait de protester? Non, le fait d'attiser des haines entre des peuples. Parce que là, ils vont dire, ouais, là, le racisme noir-arabe, parce que là, on va mettre ça en avant. Souvent, c'est comme ça, et je sais pas si ça tire, si ça... Mais qu'importe. Non, pas qu'importe, parce que si. en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que dans chaque communauté, il y a ce genre de problème. Dans chaque communauté, par exemple... Non, tu m'as pris des exemples précis. Oui, mais je peux te donner d'autres exemples. Et ce ne sont pas des exemples qui relèvent de la responsabilité de peuple, mais qui relèvent de la responsabilité de responsables politiques. Parce que là, regarde... On parle de rapport entre États. On parle d'une responsabilité qui incombe à des politiciens, à des dirigeants. On ne parle pas alors ça peut évidemment créer des frictions entre les peuples, mais là on parle pas de la responsabilité des peuples là. L'histoire, tu sais, quand tu parles de ça, lorsqu'il y a eu en Libye, lorsqu'on a découvert cet esclavage-là, il y a deux personnes, les deux premières personnes qui se sont levées, je le dis sans prétention, la première personne c'est moi, où j'ai organisé d'ailleurs à Paris la manifestation le 18 novembre, qui n'est pas un jour anodin le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est le jour de la bataille de Vertières, au cours de laquelle en 1803, le Dessalines met en pièces le dernier corps expéditionnaire de Napoléon Bonaparte. Haïti, force. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'était tout un symbole. Et la deuxième personne qui se lève, c'est un autre Guadeloupéen, Max Mathiezin, député de la Guadeloupe. Pourquoi est-ce qu'on se lève les premiers? Pourquoi est-ce que c'est nous qui nous sommes levés pour dénoncer? Parce que nous, dans notre chair, on sait ce que c'est que l'esclavage.
Je sais pas, et toi, tu dois le savoir aussi. Dans notre chair, on sait ce que c'est. Donc, tu te lèves, tu dénonces. Moi, si tu regardes ma colère, elle est simple. Elle est dirigée contre ce qui est commis en Libye, dans une Libye qui a été détruite, qui était la Libye de Kadhafi, qui a été détruite. Je proteste contre l'Union européenne, qui, quelques mois auparavant, avait donné une rallonge de 200 millions d'euros à Frontex pour bloquer les migrants, et qui s'était arrangé avec l'État libyen pour bloquer justement les migrants. Donc, si tu veux, on avait donné des permis de tuer aux gens, et puis, je m'en suis pris aux chefs d'État africains. Je leur ai dit, regardez où conduit vos politiques. Et c'était même moi après, je me suis dit pourquoi. J'ai voulu effacer la vidéo. Au bout de quelques heures, j'ai voulu l'effacer. Quand je viens pour essayer de l'effacer, elle est à plus d'1 million de vues. Et après, elle est passée 5-6 millions. Mais parce que je me suis dit, j'étais trop en colère. Je voulais pas. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un qui m'en prend aux gens comme ça. Et mais parce que tu disais tout à l'heure, oui, mais lorsqu'on exprime cette colère-là, et après ça monte les peuples les uns contre les autres, t'es obligé de dénoncer lorsqu'il faut dénoncer. Non, je dis pas qu'il faut pas dénoncer, puisque regarde, là, ce qui s'est passé par exemple au Maroc, ce qui se passe au Maroc, Ouais. mais ça c'est pas... C'est l'État marocain, et c'est pas que l'État C'est marocain. pas que l'État marocain, Mais non, puisque je ça, sais. c'est qui? C'est l'Europe. Parce que l'Europe, ils payent le Maroc pour faire un État tampon, pour pas que... Mais pour c'était pas que avec les la Libye, migrants- c'était pareil. Pour pas que les migrants rentrent en Mais Europe. avec la Libye, c'était pareil. Et encore là, c'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres. Mais ça change rien. C'est-à-dire, même si tu pointes du doigt le premier responsable, le deuxième responsable, le troisième responsable, le quatrième responsable, même s'il y a 100 responsables, tu peux dénoncer ça. Tu ne règles pas le problème. Et après, pour cette vidéo par rapport au Maroc, il y a quelqu'un qui est sur YouTube, Ouais. un YouTuber, qui Ouais. avait mis une vidéo Mm. en disant que, regardez, l'avant, que c'était les migrants africains qui sont arrivés en mode émeute Oui. pour forcer. Mm. Donc, il y alors a une riposte. Mm. Moi, je suis pas en train de justifier les morts en disant que... Comme Non, les mais je comprends. Mais c'était disproportionné. C'est vrai que la riposte était... Il n'y a aucune raison de tuer des migrants. Tout à fait, tout à fait. Aucune. Mais le mais, c'est pas par rapport aux morts. Hein. Non, je sais C'est bien. par rapport À l'attitude. Non, même pas. Ouais. Aux images qu'on balance. Ouais. Sans filtre. Oui, Sans mais filtre. Et comme tu as dit, nous-mêmes, noirs, on est sensibles à tout ça. Certains comme nous, caribéens, nos ancêtres, ils ont subi l'esclavage. D'accord? Donc on va être sensible à tout ça et je vois pas ce que ça va emmener de bien en relayant non. ces images des milliers, Non, mais je suis des pas milliards d'accord. de fois. Je suis pas d'accord, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de relayer, parce que on est dans un monde de l'image et de l'information qui circule. Le problème, c'est pas de relayer, c'est les commentaires que tu fais. Lorsqu'il y a eu, je vais prendre un autre exemple pour que on soit, je suis sûr qu'on sera d'accord. Lorsqu'il y a eu avec les premiers confinements en Chine, avec le Covid, et certains noirs on les a accusés eux d'avoir amené le Covid. Certains ont été maltraités et certains ont fait des vidéos pour expliquer. Et il y a eu des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, moi je sais que j'en ai balancé quelques-uns, j'en ai bloqué quelques-uns sur mon compte Facebook et autres, qui disaient, loi du talion. Si les Chinois s'en prennent aux Africains, nous, on va s'en prendre aussi aux Chinois. Et ça, et si tu veux, lorsque moi j'ai des réactions comme ça, je leur dis, vous ne pouvez pas vous en prendre à des gens qui n'ont rien à voir. Là, c'est la responsabilité de l'État chinois et des personnes qui commettent des crimes contre des Noirs en Chine. Donc, je sais pas, sinon la notion de justice n'existe pas. Et je leur ai dit, puis comment vous allez faire, vous, pour reconnaître un Chinois d'un autre, d'un Vietnamien, d'un Laotien, d'un Cambodgien, ou même des Chinois de la Réunion? Comment vous allez faire pour les reconnaître? Et là, les gens, pour moi, Chinois, c'est Chinois. Tu vois, parce que c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais l'humanité, ce qu'elle est. Et le racisme, il est partout, en réalité. Et donc là, tu vois, on en revient à ça. C'est-à-dire, tu as des gens, c'est les commentaires que tu fais. Moi, lorsque je vois ça, je ne deviens pas raciste envers les Chinois. Je dis juste que moi, j'apprends avec l'État chinois. Si s'était passé la même chose en Guadeloupe et un jour, il y a très longtemps, un homme que j'aimais, qui était un artiste, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Ibo Simon, et Ibo Simon s'en est pris aux Haïtiens il y a à peu près une vingtaine d'années, s'en est pris aux Haïtiens en Guadeloupe, en faisant des expéditions punitives contre des Haïtiens. J'ai injurié le gars. J'ai marqué je me suis désolidarisé de lui. J'ai dit ce que je pensais.
Pourtant, c'est chez moi en Guadeloupe, hein. J'aurais pu dire, ah, mais c'est en Guadeloupe, ah ouais, mais c'est... Tu vois, non. Il faut être du côté de ceux qui subissent l'injustice. Ah ben ça, c'est lorsque, tout le monde qui est comme ça. Non, comme ça. Ben non, tout le monde n'est pas comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça parce que je vais te dire, dans l'histoire de l'humanité, tu as des peuples qui ont subi le pire et qui reproduisent le pire sur ceux qu'ils oppressent après. Tu retrouves ça avec l'État israélien envers les Palestiniens. Normalement, ce peuple-là aurait dû être un des peuples les plus accueillants du monde. Tu retrouves ça en Afrique du Sud. Lorsque tu vois comment les Sud-Africains noirs traitent les Sud-Africains, traitent les Noirs venus du Congo, du Zimbabwe, qui viennent chercher du boulot, qui font les petits boulots en Afrique. Ben il y a eu des ratonnades et des morts. Je emploie le terme français, mais il y a des expéditions punitives et il y a eu des morts. Ils ont tué des gens parce que ils disent que ceux-là viennent leur prendre leur boulot. Et pourtant, quand tu sais ce qu'a subi ce peuple sud-africain noir durant l'apartheid, et ils sont capables de reproduire les choses. Quand tu sais que nous, en Guadeloupe, l'esclavage que ça a été, et que Haïti nous a donné une fierté, et toi, t'es Guadeloupéen, soi-disant militant, et tu fais des expéditions punitives en disant les Haïtiens. Non, si t'as un problème avec une famille qui commet, ou quelqu'un, c'est la personne même. Mais la personne, elle n'est pas une identité, elle est une entité en elle-même, une entité citoyenne, civile, ce que tu veux. Et c'est ça, et c'est là où je te dis, dans les réactions, tu me dis, il faut faire, non, faut faire attention à ce que l'on dit. Faut être responsable. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et des gens qui mènent des combats, des gens qui sont des militants, je veux même pas les appeler panafricains, mais qui sont des militants, ils manquent de sens des responsabilités. Bah, Je pense qu'un jour, certains d'entre eux, on leur ressortira ce qu'ils ont dit dans des vidéos, ce qu'ils ont écrit sur leur page. Moi, je peux te dire, je n'ai à rougir d'aucune de mes déclarations. Aucune. J'assume tout ce que j'ai dit. Et je mesure toujours mon propos. Toujours. Et qu'est-ce que tu... Mesurer veut pas dire que mon propos n'est pas clair, précis et déterminé, hein. Si, non, on est tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de certains militants panafricanisme comme Kémy Séba ou Eguchi de la LDNA, qu'ils arrivent avec force et des fois même avec des propos injurieux contre des présidents de certains pays africains, et ils viennent dans leur pays en les insultant pour essayer de rallier les peuples. Mais en sachant que le président, il a son parti, il a des gens qui l'aiment et qui le suivent. Bien sûr. Il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Comment tu expliques cela? Tu vois, moi déjà, tu ne me feras jamais dire quoi que ce soit en public contre des panafricanistes ou contre des femmes et des hommes qui militent, même lorsque je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs postures. Parce que je sais qu'ils participent toutes et tous à une prise de conscience, avec probablement parfois des excès enfin, en tout cas que l'on peut considérer comme étant des excès. Mais on est dans une période où il faut que les excès sortent. Il faut que les gens déversent et s'expriment. Ça durera pas longtemps. Et moi, je sais que ça ne durera pas longtemps. Mais il faut que ça sorte. Il faut que certains, et je parle pas de ces militants que tu as cités, mais il faut que celles et ceux qui reçoivent ça le prennent ou le rejettent ou l'acceptent, le digèrent et que ça commence à les faire réfléchir. Et je sais qu'il y aura une période plus apaisée qui, moi, et que j'appelle de mes vœux, et qui sera une période où les gens seront beaucoup plus stratégiques. Mais ils seront beaucoup plus stratégiques de façon collective. Maintenant, tu as cité deux personnes que je connais très bien. J'ai connu Kémy Séba bien avant. Et Gucci aussi, avec qui régulièrement je parle et on se parle beaucoup. Et d'ailleurs, même lorsque je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision où on a voulu que je dise du mal des Gucci, je ne l'ai évidemment pas fait. Et moi, personnellement, je les connais pas. Personnellement, je les connais pas. Mais moi, je juge par rapport à leur sortie. Mais je comprends. Alors, sur les chefs d'État. Alors moi, je vais pas te répondre en dénonçant, c'est pas que j'ai la langue de bois, quoi que ce soit, c'est que je m'accorde un principe, en tout cas, et je m'y tiens, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et
Je vais te dire ce que moi, je ne ferai jamais. Jamais je n'irai dans un pays dont je ne suis pas le citoyen pour insulter un chef d'État. En revanche, moi, en tant qu'être humain, citoyen du monde, si un président envoie sa police massacre des jeunes, moi, je prends la parole pour dénoncer ce qui est perpétré. Mais jamais je ne vais m'immiscer dans la vie politique d'un pays parce que je n'en suis pas citoyen. Je ne l'ai jamais fait. Alors certaines personnes disent « Ah, mais Claudie, c'est l'ami des présidents, c'est l'ami de tout ça. » Je suis l'ami d'aucun président. C'est un truc. Et je sais je sais que c'est un panafricaniste qui a voulu sortir ça en pensant me mettre une peau de banane. Je suis pas l'ami des chefs d'État. Mais parce que pourquoi ils le disent? Parce qu'on te voit dans certains banquets. Non. Récemment. Non, mais justement, voilà. je vais te dire. On me voit pas dans les banquets. Et je vais venir au banquet dont tu parles, au gala dont tu parles, le gala de charité dont tu parles. Ouais, de Madame Ouattara. Exactement, de Dominique Ouattara. Et moi, on me voit pas dans les banquets. Je suis l'ami d'aucun chef d'État. Ou alors je devrais dire, oui, je suis l'ami de 2 chefs d'État. Patrice Talon, mais je l'ai connu avant qu'il soit président. Si toi, demain, tu deviens président, et après on va me reprocher qu'on soit potes, on va dire ouais mais tu le connais, tu es l'ami des chefs d'État. Je dis ouais mais je l'ai connu avant, il m'a fait une interview, on était ensemble et tout, on a refait le monde ensemble. De quoi tu me parles, tu vois? Et c'est pareil pour Patrice Talon. Michel Martelly, en Haïti, il a été président, mais il faisait de la musique avant, Michel Martelly. Avec mon frère Michel Martelly, les enfants de Michel Martelly et tout, on est liés comme les doigts de la main. Donc, et moi, c'est pas, et il est devenu président, le gars. Mais lorsqu'il était président, moi, je me suis jamais immiscé dans la vie politique haïtienne. Patrice Talon est président du Bénin, je ne me suis jamais immiscé dans la vie politique béninoise. Et je ne le ferai nulle part. Dans aucun pays. Je ne me permettrai pas ça. Maintenant, sur l'histoire du gala. Faut juste revenir. Alors moi je n'avais jamais fait de gala de Dominique Ouattara. J'aurais pu en faire auparavant. J'ai jamais fait de gala, jamais participé à aucun de ces galas. Il était prévu normalement que le président Ouattara ne se représente pas. Il ne devait pas y avoir de 3e mandat puisque d'autres dauphins avaient été désignés. Par qui? Par la France? Non, pas du tout. Par le président Ouattara lui-même. Il y avait Gon Coulibaly qui était Premier ministre, qui est mort, déçu il était malade, d'une longue maladie, mais enfin bref, il est mort. Il y a eu Ahmed Bakayoko, qui était un de mes copains, Ahmed, à l'époque où il s'occupait de Radio Nostalgie, il dirigeait Radio Nostalgie, donc tu vois, il n'était pas du tout dans la politique à ce moment-là. Il était Premier ministre, tombé malade, il est mort. Et donc, le président Ouattara, moi je suis pas là pour justifier les 3e mandats. Les Ivoiriens, c'est à eux de juger. C'est aux citoyens ivoiriens de juger et à nous de donner un avis si on a envie de donner un avis. Et donc, que s'est-il passé? Très clairement, eh bien, il a décidé de faire un 3e mandat. Bon. Mais moi, au départ, lorsque Dominique Ouattara me dit ce serait bien que tu sois au gala, cette fois on sera plus au pouvoir et voilà. J'ai dit ok, je serai au gala. Et puis il est à nouveau président pour les raisons que je viens d'évoquer. Et j'ai dit à Dominique, je viendrai au gala. Et je suis venu au gala, je suis venu à un gala de charité. Je suis pas venu à un gala politique. C'est un gala où il y avait toutes sortes de stars du continent, tu vois. Et t'as des gens qui n'ont vu que moi. Alors que moi, j'ai posté aucune photo. Mais on m'a vu sur des photos. Ah, on attaque l'Odyssia, on attaque l'Antillais, parce que la xénophobie, là tu la vois. L'Antillais, le ceci, le cela, regarde. Est-ce qu'un jour, on m'a vu prendre position pour dire aux Ivoiriens votez pour Alassane Ouattara? Est-ce qu'on m'a vu un jour prendre position pour dire votez pour Macky Sall? Est-ce qu'on m'a vu un jour dire votez pour Sassou Nguesso? Votez pour Idriss Déby? Jamais. Je n'ai pas à faire ça. Le jour où je suis citoyen d'un pays, ouais, je le fais. Bien sûr que je le fais. En revanche, moi, je peux critiquer mon pays, la France, sur sa politique en Afrique. Ça, je le fais. Parce que je suis citoyen de ce pays-là, et dans le même temps, t'as des Africains qui me disent, c'est très important que tu entendes ça. T'as des Africains qui me disent, hey, toi, arrête de cracher dans la soupe, c'est grâce à la France que tu manges. T'as vu le cul entre 2 chaises, comment je l'ai, là? Et tu dis aux gens, mais non, c'est mon pays, moi, je vis du fruit de mon travail, et ce pays-là, c'est le mien. Je suis pas une pièce rapportée. Ou disons, si je suis une pièce rapportée,
Oui, d'accord, très bien, mais ça c'est une autre C'est question une encore. pièce arrachée, surtout. Exactement. Et comment tu justifies le fait que tu es rentré dans le gouvernement de Sarkozy? Je suis pas rentré dans le gouvernement. T'es pas rentré dans le gouvernement? Non. C'était des missions. Non, c'est pas ça. Alors comment Tu vois, appelles tu vois, c'est ça, la méconnaissance que les gens ont de la façon dont fonctionne un État. Entrer au gouvernement, c'est être ou ministre ou secrétaire d'État. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais délégué interministériel. Et délégué interministériel, c'est le plus haut grade de l'administration. Ce qui fait que lorsque Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle, moi je suis resté délégué interministériel. Et c'est moi qui ai démissionné, alors que la gauche voulait que je reste. Hein. J'ai démissionné le 27 juillet 2012 et j'ai repris la radio le lundi 30 juillet 2012. Et je n'ai été démis de ma fonction de délégué que le 4 octobre 2012. C'est-à-dire que pendant que j'étais même plus en fonction, je touchais encore le salaire du délégué interministériel. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque d'ailleurs, alors certains ont dit, ouais, Claude Essiard y est allé pour l'argent. Eh ben, je vais te dire, le fait que j'ai accepté d'être délégué interministériel, ça posait des problèmes à Bercy, à l'administration. Parce que comme moi, j'appartiens pas au corps, donc il a fallu, on te paye, comme tu es extérieur, on te paye en fonction de ce que tu gagnes au quotidien. Et lorsqu'il a fallu faire mon salaire, je dépassais, j'avais le salaire d'un ministre. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça que lorsque les gens disent, ouais, il y est allé pour l'argent. Bah non. Parce qu'en plus, pour le coup, j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Mais je l'ai fait parce que c'est très facile de dire, ouais, la France ceci, la France cela, l'État ne fait rien, quoi que ce soit. On te dit, gars, viens faire. Alors c'est où t'es très confortable en disant, tu sais, c'est comme les gens derrière leur clavier, ils t'insultent, ouais, il faut qu'on se lève, Mais eux n'ont jamais rien fait, hein. Mais ils n'arrêtent pas de te dire, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Et moi je dis aux gens, bah viens, lève-toi. Mais est-ce que quand t'es dans le... Entre guillemets. Quand je suis délégué interministériel. Oui, j'allais Tu dire peux dans le le dire. gouvernement, mais quand t'es délégué... Non, l'État. Non, Ok, je travaille pour l'État. Ok, quand tu es délégué... L'appareil étatique, l'appareil d'État. Tu peux dire l'appareil d'État. Quand tu es délégué et Ouais. que tu es plus ou moins proche... Ah bah parce oui, que c'est le proche président de la République qui te nomme. Voilà, Ouais, bien sûr. plus ou moins proche du président. Est-ce que là, tu te sentais comme muselé? Tu pouvais pas dire Non. ce que tu voulais? Non. Tu sais, moi, il y a une chose. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. En tout cas, j'essaie de l'être vraiment au quotidien. Lorsque, au départ, j'ai dit non, je voulais pas. Durant 2 mois, je disais non. Aux conseillers du président qui m'appelaient, je leur disais non, je ne veux pas. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Et en discutant avec mes proches, j'ai fini par accepter. J'en ai même discuté avant avec Christiane Taubira. J'avais dit, tu vois, j'ai des grandes sœurs et tout, voilà, je t'explique, voilà ce qu'on me propose. Elle m'a dit, si c'est toi, vas-y, fais ce que tu peux faire. Et lorsque je finis par accepter, je leur dis, voilà, c'est moi qui décide de ma feuille de route, des actions que je veux mener, et je ne veux pas être associé à une campagne présidentielle. Eh ben, tu veux que je te dise, ils ont respecté ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant la campagne monter sur le podium Mais avec non, Sarkozy et compagnie. encore une fois, je n'appartenais pas à un parti, Non, mais c'est-à-dire je sais très bien. c'est-à-dire les Républicains, mais j'étais, oui, ça s'appelait déjà les Républicains, oui, mais j'ai travaillé pour l'État. Toutes les personnes qui travaillent pour l'État n'étaient pas au meeting d'un président. Je suis un délégué interministériel. C'est simple, et c'est pour ça que j'ai pu dire tout ce que j'ai. Et dans mon dernier rapport, je dis un truc qu'aucun délégué interministériel n'a pu dire. Sauf Patrick Caram, qui avait été nommé avant moi. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert la fonction d'ailleurs, hein, c'est Patrick Caram, moi je lui ai succédé. Mais personne n'a osé dire à l'État ce qui ne fonctionnait pas. Tous ceux qui sont arrivés, c'était profil bas, on dit rien, il faut pas faire de remue-ménage, il faut pas que ceci, parce qu'on a peur pour pas que le président dise. Moi, j'étais très clair. Dans mon dernier rapport, j'ai dit la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et que nous sommes fondés à aller vers une évolution statutaire qui va au-delà des articles 174, c'est-à-dire vers l'autonomie et plus tard l'indépendance. Donc, je suis resté un militant jusqu'au bout. J'ai fait des trucs, j'ai fait venir Kathleen Cleaver sous les ordres de la République grâce à Maboula Soumaoro pour le Black History Month sous les ordres de l'État. Tu vois, on a fait des trucs, on a monté des choses.
même si, truc banal, mais si tu vois la météo Outre-mer sur France 2, c'est moi qui ai fait faire ça. Mais TF1 a dit, bon, ok, on va mettre de temps en temps, mais l'Outre-mer. M6 m'a dit qu'ils feraient, ils font pas. France 3 n'a pas voulu faire quoi que ce soit. C'est pour te dire à quel point nous ne sommes. Et moi, je voulais montrer aux gens comment nous ne sommes pas des citoyens comme les autres dans ce pays-là. Donc moi, dans ma fonction, j'étais militant jusqu'au bout, mon gars. Jusqu'au bout. Alors effectivement, c'est une fonction. Alors je sais que beaucoup de gens se seraient accrochés, beaucoup de gens se sont battus, ils voulaient devenir délégués interministériels. C'est vrai que t'as un directeur de cabinet, t'as un chef de cabinet, t'as un chauffeur, t'as 3 chargés de mission, t'as un vrai décorum. Mais lorsque t'arrives quelque part, tu vois, t'es un patron, quoi. Mais moi, c'est pas pour ça que je suis venu dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai voulu en partir aussi. Ok. Bah voilà, là, dernier petit point, dernier.